chronique politique comme d'habitude chaque semaine avec M. Papi Tamba. Il est déjà sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, M. Mathieu. Ah, j'ai reçu aussi comme vos milliers de téléspectateurs qui vous suivent les SMS qui dit l'humble Papi Tamba et l'invité Télé 50. J'ai aimé, j'ai adoré. Alors, nous parlons de cette brigade spéciale qui prend déjà forme et déjà la Tanzanie via son ministre qui était à leur parlement, qui a alerté, qui a déjà annoncé au M23 de cesser avec les M23, mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Nous parlons de ces militaires du M23 qui se rendent. Selon vous, ils se rendent pourquoi? La crainte de la pression? Non, merci Mathieu. Je pense que la question n'est pas assez difficile. Nous devons comprendre le contexte actuel de cette crise. Le contexte actuel de cette crise, c'est que les M23 ne pourraient pas, en tant qu'un mouvement rebelle, peut-être bénéficiant de certains soutiens, faire face au monde entier. Je vous ai toujours dit que le problème n'est plus qu'un problème congolais. C'est un problème qui bénéficie du concours, d'une résolution du Conseil de sécurité prise à l'unanimité. Et c'est un problème qui bénéficie aussi du concours d'un accord cadre où la RDC a signé avec 10 autres États. Je pense que nous sommes là devant une situation qui est assez claire et que par-dessus tout, les militaires qui se rendent, que je dois féliciter au passage, dans la vie il n'est jamais tard de bien faire, sont des êtres humains. Et peut-être sont des pères de famille. Et pour certains d'entre eux, peut-être il y a eu aussi l'enrôlement forcé. Aujourd'hui, ils ont besoin de préserver leur vie. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, que si les M23 n'avaient pas mis en place un dispositif pour empêcher à ces militaires ou à ces éléments de se rendre, je vous dis qu'à ce jour, peut-être il y aurait déjà la moitié d'éléments du M23, si pas plus, qui se seraient rendus. Le M23 est dans ça, dans les subvertis, c'est-à-dire dans une manœuvre d'empêcher ce genre de mouvements. Les leaders de ces mouvements savent ce qu'ils vont, ce qu'ils veulent plutôt. Veulent-ils vendre cher leur peau? Libre à eux. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas comptables de la manœuvre criminelle des M23. Personne... Une autre question. J'ai dit bien, nous ne sommes pas comptables de la manœuvre criminelle parce que personne n'a été consulté par ces bandits pour essayer de faire ce qu'ils ont fait sur notre territoire. Exactement. Ils sont responsables de leurs actes et continueront à être responsables de leurs actes. Alors, ça se passe comment du côté gouvernemental? Quelqu'un qui a combattu, sûrement, il a violé ou n'a pas violé, mais il a été membre d'un groupe qui a volé, pillé, tué. Il se rend. Question de la paix, ça se passe comment? Le gouvernement l'accueille, il devient libre à Goma ou à Massissi ou à Rutshuru, ça se passe comment? Parce que ça blesse la population qui est en train de nous suivre. Comment on accueille seulement à bras ouverts ces rebelles comme ça? Je crois que l'élément essentiel à retenir dans tout cela, c'est la paix. Sauf que cette paix-là aujourd'hui doit se constituer à part des éléments qui ont été floués une fois. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la RDC qui prêche la bonne foi et qui l'a toujours prêché, a à un certain moment de son histoire fait confiance à des gens. À des gens qui se sont aussi rendus, qui ont accepté d'être des facteurs de la paix. Et nous savons que ces gens-là, il n'aurait pas fallu qu'ils puissent y régner, pas 3 ans sur notre territoire, pour qu'ils puissent commettre encore des sévices que nous déplorons aujourd'hui sur notre population. Et c'est ça le contexte avec lequel nous allons reconstruire la paix avec ces gens-là. Ça veut dire que nous ne partons pas dans la naïveté. Nous ne disons pas qu'il suffit juste de se rendre et que cela suffirait. Nous saluons déjà l'acte de se rendre. Mais normalement, si en face de nous, on avait des gens qui pouvaient comprendre les choses comme nous les comprenons, les choses ne seraient pas compliquées. Parce que, M. Mathieu, je vais quand même vous dire une chose. L'Angola, c'est 25 ans de guerre. Et c'est 25 ans que certains éléments qui ont commencé avec Savimbi et qui étaient encore avec Savimbi jusqu'au dernier jour. Ces éléments-là, une fois intégrés dans l'armée de l'Angola, ils sont devenus des facteurs de paix. Ils n'ont pas commis des actes que nous déplorons aujourd'hui. Mais sauf que la particularité, c'est que nous avons aujourd'hui des gens qui ne veulent pas couper le cordon ombilical avec les parrains. Dans cette histoire, nous connaissons qui est les parrains. Et les parrains a été clairement désigné. Et nous faisons un travail de manière à nous occuper non seulement de ces mouvements rebelles, mais encore de leurs parrains. Parce que si nous nous limitons seulement à nous occuper de ces mouvements, sans nous occuper à couper le cordon ombilical avec leurs parrains, je vous dis que ce serait une démarche vouée à l'échec.
Donc ils ont en face d'eux un gouvernement vigilant, un gouvernement qui a déjà quelques mauvaises expériences du passé par rapport à la mauvaise foi de ces gens-là. Et croyez-moi que le gouvernement de la République a des gens de poigne pour mener ce genre d'opération. Petite question simple, vous dites que le gouvernement n'est pas naïf. Pour d'autres observateurs, ils disent que le gouvernement congolais est trop naïf et la reddition de M23, ça s'appelle infiltration. Il vous infiltre, il nous infiltre. Monsieur Mathieu, on n'a jamais été infiltré. Infiltrer veut dire, c'est au niveau de la chaîne de commandement. Nous devons maintenant perdre ces contrôles pour que ces gens-là aillent faire ce qu'ils ont envie de faire. Des observateurs qui ont le droit d'exprimer leur point de vue, je pense qu'à un certain moment, ils devraient se rappeler. Ils devaient se rappeler d'une chose, c'est que, en tant que Congolais, lorsque nous sommes face à une histoire où, d'une part, il y a le gouvernement de la République et de l'autre part, des forces rebelles, je pense que lorsqu'on devait prendre des faits et causes sur le plan public, on devait beaucoup plus prendre des faits et causes pour sa République, c'est-à-dire pour son gouvernement, et peut-être en interne, s'il y a lieu, et qu'on pourrait avoir quelques propositions à formuler, les faire dans un cadre beaucoup plus intelligent. Parce que ça serait faire croire au monde entier, aux gens qui nous font confiance, aux gens auprès de qui nous avons mené des démarches, des gens auprès de qui nous avons tenu certaines promesses, des gens qui nous observent et qui travaillent aussi avec nous concomitamment, ça serait tout simplement accuser son propre gouvernement devant ces gens pour dire que le gouvernement ne sera pas en mesure, malgré cette reddition, de tirer les conséquences du passé. Moi, personnellement, je ne vois pas les choses de cette manière. Et d'ailleurs, je refuse de voir les choses de cette manière, comme je pourrais aussi appeler les Congolais aussi à refuser de voir les choses de cette manière. Pourquoi, M. Mathieu? Parce que depuis le début de cette crise, tout indique que la gestion du gouvernement congolais avec l'histoire du M23, bien entendu en incorporant les Rwandais, n'a jamais été de la même manière ou n'est pas de la même manière que celle qu'elle a été avec la crise avec Nkunda. Tout indique que nous avons un gouvernement qui a tiré des leçons. Nous avons un gouvernement qui impulse une nouvelle dynamique. Cette dynamique-là, aujourd'hui, elle est acceptée, validée. Et c'est une dynamique qui montre, ma foi, qu'il y a déjà une prise de conscience internationale pour nous accompagner. Face à une telle configuration, il reste qu'une chose, c'est que les Congolais ayant un seul discours, c'est le discours de soutenir les gouvernements de la République, de soutenir les chefs de l'État, d'avoir un discours clair, un discours patriotique, un discours nationaliste pour que... Oui, je vous écoute. C'est comme les députés nationaux qui ont appelé la population du Nord Kivu à bien accueillir la brigade spéciale. C'est en réponse de la mobilisation et sensibilisation du M23 qui a instrumentalisé la population à ne pas accueillir cette brigade. Monsieur Mathieu, vous ferez amende honorable à notre opposition si vous vous limitez à dire tout simplement que seulement les M23 avaient essayé de jeter un peu les pavés dans la mare pour déstabiliser la population. Rappelons-nous que c'est notre territoire ici. Dans certaines émissions où vous étiez même le présentateur, où il y avait l'opposition en face, à des moments précis, on avait les sentiments. Je dis bien, on avait les sentiments qu'on avait en face de nous, des gens qui jouaient le jeu des ennemis. Vous vous rappellerez des propos de James Kabarebe, comment cela a facilement trouvé des relais ici dans notre pays par l'opposition. Ah bon, ça c'est autre chose. Devant Mme Colette Brackman. Vous vous rappellerez... Avait-il menti? Vous vous rappellerez... Non, James Kabarebe a menti sur toute la ligne. On ne va pas revenir sur ça. Exact. Ils étaient dans une stratégie, c'est de trouver des relais. Et vous savez quels étaient les discours que nous avons entendus sur les plans internes. C'est ce qui me ferait toujours dire et qui me permettait, moi, de les répéter aujourd'hui. Il faut que la population les sache. Le chef de l'État a fait preuve d'héroïsme avec le gouvernement de la République et nos FARDC pour résister et combattre ces bandits. Nous sommes plus proches de la sortie. Sur le plan interne, il faut que les gens sachent que l'opposition ne nous a pas accompagnés. C'est pour ce qui me fait toujours dire que face à cette opposition, pour cette paix, nous ne les devons rien. On va en parler vraiment spécialement parce que nous avons reçu des courriers. On dit qu'il faut nous mettre face à ces papitamba qui veulent s'apprendre à l'opposition. Alors, une autre question. Le problème n'est pas que je veux m'en prendre à l'opposition. Je suis en train de parler de constats, de faits. Et dans votre travail de journaliste, M. Mathieu,
Vous pourriez maintenant, je parle que de Télé 50 pour ne pas parler d'autres chaînes, et vous avez une émission de référence 4, ça fait débat. Maintenant, depuis le début de cette crise, vous avez organisé plusieurs émissions, et je sais qu'au niveau des Télé 50, vous avez des archives. Exact. Personnellement, j'ai assisté à plus de 10 débats, où en face de moi, il y avait des gens de l'opposition, à des différents moments, je me rappellerai toujours de leurs discours, et vous pouvez les balancer aujourd'hui. Et vous allez voir si ces gens-là nous ont accompagnés vers la victoire ou ils ont cherché à utiliser la situation de M23 comme une manœuvre. Naïveté. Et comme une manœuvre. Non, je suis en train de vous dire, les critiques à ces jours n'ont plus droit de citer dans la mesure où les résultats sont éloquents. Dans la vie, même Dieu, le Père qui a créé ce monde, est critiqué par certaines personnes. Le problème n'est pas le problème d'être critiqué par qui que ce soit. Le problème, c'est le problème des résultats. Quels sont les résultats obtenus par Joseph Kabila par rapport à cette situation? Tout indique aujourd'hui, quand c'est Mme Robinson qui le déclare, que nous sommes cette fois-ci devant une situation qui peut amener la paix dans la durée. Ce sont des phrases qui ne sortent pas des petites personnes qu'on peut trouver dans la rue. C'est la question que je veux vous poser. Tout à l'heure, Mme Mary Robinson, depuis Irlande, son pays, par vidéoconférence, a rendu rapport au Conseil de sécurité de l'ONU et il dit ceci. Elle s'attelle à un engagement d'amener les leaders et gouvernements de la région des Grands Lacs à construire la paix et de traduire leur engagement en plans et actions tangibles. Mais on ne sent pas cette pression qu'attend les gouvernements, les messies de cette brigade spéciale qu'on attend pour venir frapper. Mais de son côté, c'est comme si elle penche trop du côté de la position rwandaise, les plans politiques. Non, le problème n'est pas de pencher du côté rwandais. Je dois vous rappeler ici, M. Mathieu, que lorsque nous parlons de la sphère politique, c'est-à-dire de la politique comme un des moyens d'action pour cette situation, les chefs de l'État, l'homme qui dirige ces pays, l'a évoqué. Nous avons toujours dit, et c'est ici aussi l'occasion de rappeler toujours, comme j'aime souvent le répéter, le vieux Félix Houphouët-Boigny, qui rappelait toujours qu'une guerre n'est pas gagnée, même si elle est gagnée militairement, si elle n'est pas encore gagnée politiquement. Nous les savons, et tous les observateurs de ce monde le savent, que lorsque nous sommes sur un front de bataille, les combats politiques triomphent toujours. C'est-à-dire la victoire politique plutôt triomphe toujours par rapport à toutes les autres victoires qu'on peut essayer d'engranger. Nous sommes dans cette dynamique, sauf que nous avons dit que nous ne sommes pas seulement limités sur les plans politiques, parce qu'en face de nous, on a des gens qui n'écoutent pas seulement la voix de la raison. Nous avons mené aussi des actions diplomatiques. Des actions diplomatiques qui, aujourd'hui, nous amènent vers la résolution du Conseil de sécurité et l'accord cadre. Mais sur les plans militaires, nous n'aimons pas facilement en parler. Mais les gens doivent savoir que nos FARDC, mais c'est encore nos FARDC qui ont résisté pour faire que notre pays, malgré toutes les crises que nous connaissons, notre pays est encore resté un et indivisible parce qu'il y a eu une résistance de nos FARDC. Mais aujourd'hui, nos FARDC sont en position. Et ils ne sont pas en position pour maintenant dire que ça va être une promenade de santé pour n'importe qui veut faire qui veut venir essuyer les pieds de son forfait si c'est notre territoire. Donc, le chef de l'État, quand il a parlé des trois différentes sphères, des trois différents axes, c'est-à-dire il a essayé de donner son énergie sur les trois différents axes aussi. Que les gens ne pensent pas que l'énergie du chef de l'État s'est limitée sur le plan politique et ainsi que sur le plan diplomatique. Il faut que les gens sachent aussi que la même énergie qui a été déployée sur les plans politiques et diplomatiques, si pas plus, elle est aussi déployée sur les plans militaires. Il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut dire que la reddition des éléments du M23, c'est simplement la peur face à la brigade spéciale? Non, la reddition du M23, je vous ai dit, vous savez, estimons les éléments du M23 à 10 000. Lorsqu'on parle de 500%, c'est déjà 5%, c'est trop. Comme élément de reddition dans une crise où on sait que pour se rendre, ils doivent trouver d'autres moyens parce qu'il y a une base avec un système mis en place pour les éliminer s'ils veulent se rendre. Et ça, vous le savez, sur le terrain. Donc, s'ils avaient la liberté de se rendre, aujourd'hui, c'est le M23 qui s'est vidéré. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là savent que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est sur un terrain battu. Ça veut dire qu'ils savent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus rien faire. À part peut-être certains Congolais, ou soit qui veulent encore avoir des frustrations, ou qui veulent encore continuer à rêver. Mais je peux vous le dire avec certitude, que la démarche menée par Joseph Kabila nous amène la paix. Non pas seulement la paix par rapport à la situation de M23, mais une paix dans la